Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Regain d'attractivité du Gabon sur le marché des eurobonds. Ce pays d'Afrique centrale, frappé par une crise des matières premières en 2014, est parvenu à lever 1 milliard de dollars d'emprunts obligataires internationaux à la fin du mois de janvier 2020. La République du Congo est parvenue à réduire son taux de mortalité maternelle de plus de 45% en 10 ans, selon l'Organisation des Nations Unies pour la population. Un progrès encourageant pour ce pays qui détenait le taux de mortalité maternelle le plus élevé d'Afrique subsaharienne il y a 11 ans. Et l'année 2020 débute sous le signe de l'ouverture au Cameroun pour le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine de Yaoundé. Cet établissement est le premier d'Afrique subsaharienne à traiter l'infertilité. Il propose désormais des formations internationales. Mais tout d'abord au Burkina Faso, l'ancien président et premier ministre Yacouba Isaac Zida pourrait bien porter les couleurs du parti du mouvement patriotique pour le salut lors de l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Le parti l'a désigné ce samedi 15 février. Les responsables du parti ont annoncé qu'ils préparaient déjà le retour de leur président d'honneur qui vit en exil au Canada depuis 2016. Celui qui a exercé la fonction de Premier ministre sous la présidence transitoire de Michel Kafando est donc attendu dans les prochains mois par son parti pour être officiellement investi candidat. Également dans l'actualité au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a annoncé ce samedi qu'il acceptait l'une des demandes clés de l'opposition dans l'intérêt de la paix, à savoir le retour à un système fédéral de 10 États, un compromis concédé à quelques jours de la date butoir du 22 février pour la formation d'un gouvernement d'union comme stipulé dans l'accord de paix signé en septembre 2018 entre les deux factions rivales, à savoir celle du président Salva Kiir et celle du chef rebelle Riek Machar. Rappelons qu'un délai de 100 jours supplémentaires avait été laissé aux deux parties, faute d'avoir trouvé un accord au préalable. C'était notamment le nombre de régions et le tracé des frontières qui posaient problème dans les négociations. Le Gabon a réalisé un nouvel eurobond fin janvier 2020, un emprunt obligataire international qui a permis au pays de lever 1 milliard de dollars et de rembourser sa dette internationale dont l'échéance était prévue en 2024. Le Gabon est donc redevenu attractif aux yeux des investisseurs internationaux. Nathalie Mo. Le Gabon s'est à nouveau imposé comme un risque de crédit attractif aux yeux des investisseurs internationaux. Avec un taux d'endettement évalué à 57% du produit intérieur brut du pays, le Gabon est loin des 70% exigés par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ainsi, la soutenabilité de la dette extérieure gabonaise est préservée grâce à un coût de refinancement maîtrisé. Le Gabon, justement, a fait recours à ces eurobonds parce qu'il se retrouve dans une situation qui lui impose, n'est-ce pas, ce genre d'emprunt pour redorer son blason auprès des investisseurs, des créditeurs internationaux. À fin janvier 2020, le Gabon a levé 1 milliard de dollars d'eurobonds à l'international. Une offre souscrite 3,7 fois au-dessus de l'offre initiale. Le positionnement du Gabon sur le marché international des titres intervient dans un contexte où le pays a annoncé une opération de gestion active de sa dette obligataire internationale. Cela permettrait, n'est-ce pas, d'assurer de servir la dette extérieure, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en temps et en heure, pour rassurer, n'est-ce pas, les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Le Gabon travaille au profilage de sa dette obligataire internationale, à peine sortie d'une crise des matières premières qui l'a frappé en 2014. Rappelons qu'en 2015, le Gabon avait levé sur le marché international la somme d'1,5 milliard de dollars. Le remboursement de cet emprunt devrait arriver à échéance entre 2022 et 2024.
Dans le reste de l'actualité, l'Afrique de l'Ouest veut trouver des solutions réalistes à court terme après la décision du Nigeria de fermer ses frontières terrestres aux marchandises. Cette mesure que le pays applique depuis août 2019 a eu de graves conséquences financières sur les pays voisins qui ont accusé d'importantes pertes. Les 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest étaient donc réunis ce samedi 15 février à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour tenter de trouver une issue à cette situation qui jette une ombre sur l'accord de libre-échange continental signé par 54 pays africains sur 55, censé supprimer les barrières commerciales du continent dès juillet 2020. Les syndicats de l'enseignement malien sont de nouveau descendus dans les rues le 13 février. Cette journée de mobilisation s'est tenue à l'appel du collectif des enseignants signataires du 15 octobre 2016 pour continuer de réclamer l'application de l'article 39 portant statut du personnel des enseignants, alors que de son côté, le gouvernement a fait part de sa volonté de recruter 15 000 enseignants volontaires pour éviter une année blanche. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Pour la deuxième fois de l'année, les enseignants maliens ont battu le pavé jeudi 13 février 2020 pour réaffirmer leur volonté de voir l'application de l'article 39 par le gouvernement. Les syndicats qui observent une série de grèves depuis le début de l'année n'entendent pas baisser la pression, d'où cette forte mobilisation de la place de la Liberté à celle de l'indépendance de Bamako. Le mouvement populaire et bien sûr l'ensemble du pays, l'ensemble des couches qui ont le souci et bien sûr de la démocratie au Mali. Les républicains doivent se donner la main parce qu'on ne peut pas permettre à un individu, à un groupe d'individus de faire la loi comme il veut. La loi doit être appliquée. À cette marche, les enseignants n'étaient pas seuls à demander la normalisation de l'école malienne. Nombreux étaient les parents d'élèves, acteurs de la société civile ou hommes politiques à ce rassemblement. Je suis citoyen, père de famille. Je suis également ancien dirigeant du mouvement étudiant. Et je revois que les revendications que nous avons demandées depuis 80, reprises en 91, ces revendications n'ont pas été satisfaites et se trouvent aujourd'hui à l'ordre du jour. Les enseignants menacent de nouveau de repartir en grève de 21 jours dès la semaine prochaine. Mais en attendant, une mission de conciliation s'est tenue ce vendredi 14 février, toujours à Bamako. Bonne performance de la République du Congo dans la lutte contre la mortalité maternelle. Ce taux a baissé de plus de 45% en 10 ans selon la direction régionale de l'Organisation des Nations Unies pour la population affectée à l'Afrique centrale et à l'Afrique de l'Ouest. Un programme encourageant pour les autorités congolaises puisque le pays a fait en 10 ans ce que certains pays font en 25 ans. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. La République du Congo a réalisé un progrès considérable dans la lutte contre la mortalité maternelle en une décennie. Cette réduction du taux de mortalité des femmes lors de l'accouchement d'un peu plus de 45% a été annoncée et congratulée par le directeur régional Afrique du Centre et de l'Ouest de l'Organisation des Nations Unies pour la population, actuellement en visite à Brazzaville. Le Congo a fait un saut qualitatif important sur une décennie. Et le Congo a réussi quand même à afficher une réduction de plus de 45% des décès maternels. Et c'est un taux d'ailleurs un peu inférieur que la communauté internationale a réalisé en 25 ans. Le Fonds des Nations Unies pour la population va continuer à soutenir le Congo dans sa lutte contre les décès des femmes durant l'accouchement. Les efforts insuffisants des autorités congolaises appellent à la mise en œuvre de nouvelles mesures plus efficaces. Le plan national de développement sanitaire 2018-2023 consacre une part importante à la santé sexuelle et reproductive, à l'égalité des sexes, à l'autonomisation des femmes ainsi qu'à la dynamique des populations. Le deuxième point d'échange consiste le projet Philips, dont nous sommes assez fiers, que nous appelons le projet Eboteli, un programme d'amélioration de la santé reproductive maternelle, néonatale, infantile et adolescente.
Il y a environ 10 ans, en 2009, le Congo faisait partie des pays d'Afrique subsaharienne où le taux de mortalité maternelle était le plus élevé, soit 781 décès pour 100 000 naissances, alors qu'une femme sur 4 700 court le risque de mourir de complications liées à la grossesse dans le monde industrialisé. Mais en Afrique, c'est une femme sur 39 qui court ce même risque. Au Cameroun, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine est ouvert depuis 2016 à Yaoundé. C'est le premier établissement public à pratiquer la fécondation in vitro en Afrique subsaharienne. Pour ainsi venir en aide aux couples infertiles, en cette année 2020, l'établissement a décidé de proposer des formations internationales. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Avec l'ouverture des naissances issues de la fécondation in vitro ce 13 février 2020, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine de Yaoundé lance dès février 2020 des formations diplômantes internationales en chirurgie endoscopique, des formations ouvertes à plusieurs médecins du continent, d'Europe et d'Asie. C'est une formation que nous voulons différente de toutes les formations qu'on a vues un peu dans les pays européens où on dispense beaucoup de savoirs savants, mais on ne transmet pas des compétences parce que les gens n'opèrent pas. Mais là, nous allons changer, n'est-ce pas, de façon de faire pour leur donner plus de compétences que de savoirs savants. Les apprenants en chirurgie endoscopique auront donc la possibilité durant ces formations de procéder à la pratique de façon continuelle. Quand vous passerez chez nous, vous serez capable d'arriver même en Côte d'Ivoire, au Gabon, quel que soit le pays, vous pouvez opérer normalement. Les Africains ne peuvent pas opérer partout. Et vous savez, les lois sont aussi très rudes dans ces pays-là. Et ça fait que nous ne pouvons pas, ils ne peuvent pas avoir les mêmes compétences. Or, dans nos pays, ils viendront, non pas qu'on va leur permettre de faire n'importe quoi, mais on va insister à ce que les gens apprennent à faire. Et il y a de quoi faire ici, pour que finalement les gens finissent leur formation au bout de 2 ans, avoir des compétences d'un certain niveau. Le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine de Yaoundé ouvre en 2020 sa première saison de formation diplômante internationale après 3 ans d'exercice et d'expérience dans la fécondation in vitro et la chirurgie endoscopique. Un gros plan à présent sur Adou, un long métrage hispano-béninois qui est sorti le 28 janvier 2020 en Espagne et qui a été tourné presque exclusivement au Bénin. Le film se hisse dans le top 30 des films les plus regardés en Espagne et c'est dans ce contexte qu'il a été présenté en avant-première le 13 février au Bénin. Reportage de notre correspondant Leftionou. Adou est un long métrage espagnol tourné en grande partie au Bénin. Cette fiction aborde les problématiques de la protection et de l'immigration clandestine, un phénomène qui a pris une ampleur inédite de nos jours avec des conséquences énormes, notamment des naufrages et de nombreux décès de migrants africains au large des côtes. Ce chef-d'œuvre constitue le fruit d'une coopération cinématographique hispano-béninoise sous l'impulsion de Bella Agossou, cinéaste béninoise. Le thème principal de ce film, c'est l'immigration. C'est 2 personnes qui parlent 2 langues différentes, mais qui se comprennent parfaitement, comme Adou et Massar. C'est 2 personnes qui parlent le même langage, le père et la fille, mais qui ne se comprennent pas. Et après, c'est un monde injuste où un immigrant meurt et ça n'a pas de valeur parce que c'est toujours les autres qui gagnent. Imaginez qu'il y a eu près de 600 personnes qui ont été mobilisées, 35 véhicules, donc 15 camions qui ont été mobilisés pendant 1 mois et 1 semaine, gérés au Bénin. Vous voyez, près de 200 personnes qu'on loge tous les jours pendant toute cette période-là. Le Bénin, à travers son relief, son paysage et ses villes touristiques, a incarné les décors de plusieurs pays africains dans le film Adou. Le producteur Edmond Roche et ses partenaires Paramount et Netflix ont contribué au renforcement des capacités professionnelles d'environ 400 comédiens et 600 personnes, dont les techniciens béninois. Nous avons tout ce qu'il faut au Bénin pour que, effectivement, le Bénin puisse être une place forte de la culture et du patrimoine africain. En avant-première en Espagne le 31 janvier 2020, le film Adou a eu 200 000 entrées, 1 700 000 € de recettes et a été distribué dans 400 salles dès sa sortie. Il a été classé dans le top 30 des films espagnols les plus regardés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.